Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, renforcement de l'axe Dakar-Madrid. Le Sénégal et l'Espagne vont explorer les voies pour renforcer leur coopération selon le président Bassirou Diomaye Faye. La question migratoire était également à l'ordre du jour de l'entrevue avec Pedro Sanchez en visite à Dakar. Affaire Boffa-Bayotte, la cour d'appel de Ziguinchor a confirmé la peine de réclusion criminelle à perpétuité contre René Capain-Bassène. Omar Ampoy-Bodian acquitté au bénéfice du doute. Les détails dans un instant. Et puis, examen du projet de loi portant révision de la Constitution. Les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains en réunion samedi prochain. Ce matin, à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire, 98 députés étaient présents à l'hémicycle. Procès en appel dans l'affaire Boffa-Bayotte. La cour d'appel de Ziguinchor a rendu son verdict ce matin. Elle a confirmé la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée en première instance contre René Capain-Bassène et acquitté son co-détenu Omar Ampoy-Bodian au bénéfice du doute. Les détails avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. La cour d'appel de Ziguinchor a rendu son verdict dans le procès en appel dans l'affaire Boffa-Bayotte. Omar Ampoy-Bodian, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité et qui avait interjeté appel, a finalement obtenu gain de cause. Le tribunal l'a acquitté au bénéfice du doute. Son avocat s'en réjouit et estime que justice a été rendue. La décision, elle est très simple. C'est-à-dire Omar Ampoy-Bodian a été acquitté. Ils ont infirmé la décision parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été condamné à perpétuité en première instance et la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas coupable. Donc Omar Ampoy-Bodian est acquitté. Personnellement, je suis très satisfait parce que je défendais Omar Ampoy-Bodian. Donc c'est pour lui que j'étais constitué et j'étais convaincu qu'il n'était pas coupable. Mais cependant, la décision a été confirmée relativement à la complicité d'assassinat pour René Capain-Bassène. Et la peine de réclusion criminelle à perpétuité a été confirmée également. Mais cependant, il dispose d'un délai de 15 jours pour pouvoir faire appel et puis contester la décision. Bon, en fait, ce qui reste pour lui, c'est le pourvoi en cassation. Mais il va falloir que l'on puisse avoir la motivation de la Cour relativement à la décision qui a été rendue pour apprécier de l'opportunité de d'introduire un pourvoi en cassation. Mais on attendra. Peut-être la décision sera disponible dans les prochains jours. Moins chanceux que lui, René Capain-Bassène, lui, a vu sa peine prononcée en première instance, confirmée par la cour d'appel de Ziguinchor. René Capain-Bassène va donc rester en prison et purger sa peine de réclusion criminelle à perpétuité, confirmée par la cour d'appel. Le tribunal dit avoir retenu contre lui les charges d'association de malfaiteurs, d'assassinat et de complicité d'assassinat dans l'affaire des coupeurs de bois survenue en janvier 2018 dans la forêt des Bayotte. Sa famille est meurtrie par le verdict. C'est un sentiment de déception totale. Comme à la première instance, le jugement de première instance, le verdict du premier instance. Notre justice jusqu'à présent écoute, mais n'entend pas. Et en matière criminelle, c'est la preuve tangible. En première instance comme en deuxième instance, malheureusement, aucune preuve tangible n'a été agitée. Seulement que des suppositions basées sur des mails, et il est clair, même si tu n'es pas un expert informatique, que mail, quand on a le mot de passe, on peut le manipuler à sa guise. Ce verdict n'honore pas encore la justice. L'appel relève de René et de ses conseils. Donc je ne peux absolument vous dire qu'on fera appel ou pas. Je vais d'abord aller voir sur quel état psychologique se trouve mon frère avant qu'on puisse parler d'appel. Le dossier judiciaire relatif au dossier Boffa-Bayotte connaît une nouvelle tournure avec la libération d'Omar Ampoy-Bodian, au moment où les parents de René Capain-Bassène, eux, sont en larmes. Un garçon de 4 ans retrouvé mort dans des conditions effroyables à Guédiawaye. 1 an après les faits violents, l'enquête patine. La grand-mère maternelle réclame justice. Nos reporters l'ont retrouvé. Abdoulaye Diop. Il y a juste 1 an,
lorsque ce jeune garçon de 4 ans nommé Fallou Ndiaye a été retrouvé égorgé à Guédiawaye. Sa grand-mère se souvient de lui avec émotion, évoquant la douleur de la perte de celui qui lui tenait compagnie. Chaque jour, quand je rentrais du travail, je le trouvais. Il m'attendait, prenait mon sac et le déposait dans ma chambre. Ensuite, il se lavait les pieds et venait s'allonger sur moi jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ça me fait très mal de repenser à tout ça. La mort de Fallou a laissé une blessure profonde dans le cœur de sa grand-mère, une blessure ravivée récemment par l'assassinat d'Aziz Dabala. Lorsque j'ai appris l'agression d'Aziz Dabala, je suis restée 2 jours sans dormir. Je pleurais car cela m'a rappelé le meurtre de mon petit-fils. Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas qui l'a tué. Adama Ndiaye, la grand-mère de Fallou, raconte que sa fille a été mariée au père de Fallou lorsqu'elle avait seulement 12 ans. Quelques années après leur union, le couple a eu 2 enfants, Mohamed et Fallou, avant de se séparer. Par la suite, le père réclamait la garde de ses fils pour les célébrations de la Korité et ensuite de la Tabaski. Fallou y est resté jusqu'au lendemain de la Tamkharit, où il a été retrouvé égorgé. C'est son grand frère qui a découvert son corps. Son père m'a dit qu'il avait laissé les enfants dans la maison et l'avait fermé à clé car il devait sortir tôt le matin pour un travail. Parmi les 3 enfants qui se trouvaient dans l'appartement, c'est le plus jeune, Fallou, qui a été amené sur la terrasse, égorgé, puis jeté dans un coin. Quand son grand frère Mohamed s'est réveillé, il n'a pas vu Fallou. Il a appelé son père qui lui a dit de le chercher dans la maison, mais il ne l'a pas trouvé. Il a rappelé son père qui lui a alors conseillé de chercher sur la terrasse. C'est là que Mohamed a découvert son jeune frère. La grand-mère et la mère de Fallou ont ensuite été informées de cette scène tragique. Elles se demandent qui a bien pu commettre un tel crime sur un enfant de 4 ans. Ils nous ont dit que l'enquête est en cours et qu'il fallait attendre, mais jusqu'à présent, chaque fois que je m'y rends, ils me répètent que l'enquête est toujours en cours. Un an après le drame, personne n'a été arrêté malgré l'enquête ouverte par la police. La grand-mère appelle la justice et les nouvelles autorités à agir pour que la lumière soit faite sur le meurtre de Fallou Ndiaye. Merci Abdoulaye. Dans l'actualité politique, examen du projet de loi portant révision de la Constitution, les membres de la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains convoqués en réunion samedi prochain. Ce matin, à l'occasion de l'ouverture de la 2e session extraordinaire, 98 députés étaient présents à l'hémicycle. Habib Faye. 98 députés ont répondu à l'appel. La 2e session extraordinaire de l'année 2024 s'est ouverte ce jeudi. Elle porte sur la suppression de ces 2 institutions consacrées par l'article 6 de la Constitution du Sénégal, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Une session convoquée par le chef de l'État par décret. Du côté de la majorité, la commission saisie sur le fond revient sur les détails. C'est un décret qu'il a pris pour supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Après l'ouverture, nous devons nous réunir en commission de président. C'est ainsi que nous allons déterminer l'agenda de travail et déterminer par la même occasion les jours de travail de la commission technique avant d'entamer les plénières pour le vote. Abambaye, député et membre de Tahaou Sénégal, se veut clair sur la suppression de ces institutions de la République. Maintenant, ce qu'on demande, c'est de la transparence, de la lisibilité. C'est pour ça qu'il faut avoir une DPG. C'est pour ça que ce régime a besoin de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu ne peux pas nous dire enlever. Regardez l'article. On change juste la constitution, l'article en nous disant que maintenant les institutions de la République, c'est le gouvernement, c'est le président et c'est l'Assemblée. Mais toi, ce que tu vas ramener, est-ce que c'est mieux ce que tu as enlevé? On ne sait pas ce que tu vas ramener.
Tu attends juste d'avoir ta majorité pour amener les institutions du projet. On ne veut pas des institutions du projet, on veut des institutions du Sénégal. Selon Amadou Ba, député de PASTEF, cette réforme entre dans le cadre de la rationalisation des dépenses. Par ailleurs, c'est une promesse électorale du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. La procédure pour supprimer une institution consiste à amener le projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne voulons pas avoir notre propre institution, puisque ceci ne figure pas dans le projet de loi. Je ne dirais pas que c'est ce que veut réellement le président de la République. Pour créer une institution, il faut forcément revisiter la Constitution avec une majorité particulière et qualifiée. Pour le moment, nous ne disposons pas de cette majorité qui nous permettrait de mettre en place de nouvelles institutions. Le président de la République voulait simplement appliquer son programme. Après l'ouverture de la session, le président Amadou Mame Diop s'est concerté avec la conférence des présidents et la commission des lois pour déterminer la date de la plénière. Mais en attendant, ils vont se rencontrer ce samedi pour examiner le projet de loi numéro 11/2024 portant révision de la Constitution. Démission au sein de Cap Taxawu Sénégal, Bassirou Samb regrette et soupçonne les démissionnaires de vouloir rejoindre le camp du pouvoir. Le responsable de Taxawu trouve les arguments avancés trop légers. Voyons tout cela avec Al-Hassan Ba. Ils sont 26 ex-cadres de Taxawu qui trouvent logique leur démarche soutenue par les principes qu'ils défendent. Soupçonnant un rapprochement entre Taxawu et Benno, Matko Dendiaye et ses 25 camarades pensent qu'ils n'ont plus rien à faire dans le CAP Taxawu Sénégal. Le rapprochement avec le Parti socialiste est une réalité, les journaux en ont parlé et la rencontre a eu effectivement lieu. Il n'était pas écarté du tout qu'il y ait des démembrements de Benno Bokk Yakaar en dehors du Parti socialiste que nous connaissons déjà. Ceci étant dit, nous en tant que cadre de la plateforme, nous pensons que cela n'est pas logique de combattre pendant 12 ans ce régime de Macky Sall et de retourner s'associer avec ces mêmes personnes. Bassirou Samb regrette leur départ mais trouve trop léger l'argument avancé. Ces responsables de Taxawu les soupçonnent de vouloir rejoindre le camp du pouvoir. Taxawu a entamé un processus d'évaluation de sa participation à l'élection présidentielle et un processus qui a été bouclé par une résolution de l'ensemble des camarades qui ont fortement recommandé à ce que Taxawu reste dans l'opposition, continue à se battre et se parfaire. Il faudrait aussi noter que la plupart de ces camarades signataires de cette lettre de démission ont tout simplement boycotté ces rencontres et depuis l'élection présidentielle, ils n'ont répondu à aucune convocation des instances de Taxawu Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est le droit le plus absolu de vouloir quitter notre plateforme, mais je trouve que c'est inélégant d'user de ce prétexte-là pour partir. S'ils veulent aujourd'hui aller auprès du pouvoir, s'ils veulent aujourd'hui transhumer, soutenir ceux qui sont au niveau du pouvoir, ils sont libres de le faire. Ces 26 membres démissionnaires comptent mettre en place une nouvelle plateforme. Quant à Taxawu Sénégal, l'objectif est de bien préparer les prochaines échéances et jouer les premiers rôles. Taxawu Sénégal est plus que jamais déterminé. L'ensemble de ses coordinateurs départementaux, régionaux et nationaux et les responsables d'instances sont déterminés et continueront à se battre aux côtés du président Khalifa Ababacar Sall pour préparer les échéances à venir. Nous avons pour l'ambition de créer une nouvelle plateforme politique qui va convenir à nos idéaux, à nos principes et à l'action politique que nous voulons mener. Dans un communiqué, les membres de CAP Taxawu Sénégal estiment que chaque militant est libre de quitter leur organisation, mais cette décision ne doit pas être motivée par la mauvaise foi. Le cadre invite ses membres à rester mobilisés et à continuer à incarner une force politique. L'autre grand titre de cette édition, le Sénégal et l'Espagne vont explorer des voies pour renforcer leur coopération. Déclaration du président Bassirou Diomaye Faye devant le Premier ministre espagnol en visite à Dakar, Pedro Sánchez. L'agriculture et la question migratoire étaient également à l'ordre du jour de l'entrevue entre les deux chefs d'État. Voyons tout cela avec notre reporter Fatima Touré. Dernière étape de sa visite en Afrique de l'Ouest, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est reçu par le président Bassirou Diomaye Faye. Au cours de l'entretien, plusieurs préoccupations ont été soulevées entre les deux hommes, notamment le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Mais la question qui préoccupe le plus reste la migration irrégulière.
Le gouvernement du Sénégal, sous la conduite du Premier ministre, travaille actuellement sur les voies et moyens de stopper les vagues de départ clandestins. Notre pays continuera de lutter contre la migration irrégulière avec ses partenaires dont l'Espagne. Mais à côté des mesures répressives, une coopération plus étroite entre les deux pays est nécessaire pour lutter contre les causes profondes de ce phénomène. Le Premier ministre espagnol, quant à lui, prône une migration ordonnée. Selon lui, pour endiguer ce phénomène, il faudrait démanteler la mafia des passeurs. Quiero, en primer lugar, poner en valor la excelente trayectoria de colaboración con Senegal en este terreno. Je voudrais tout d'abord insister sur l'expérience excellente que nous avons en matière de collaboration avec le Sénégal dans ce domaine. Il faut le dire, c'est juste, et je crois que nous pouvons continuer de renforcer cette extraordinaire collaboration en matière migratoire. Voilà pourquoi nous avons signé un mémorandum d'entente en matière de migration circulaire. Cela permettra d'élargir et d'améliorer un système qui fonctionne déjà. Cela est bon pour nous tous. C'est un vaccin contre ceux qui font de l'immigration clandestine un négoce des mafias, qui utilisent l'immigration clandestine et qui encouragent ceux qui étendent la haine et l'exclusion. Esa migración irregular como una excusa para extender el odio y la xenofobia en nuestras sociedades. Un autre point sur lequel les deux hommes se sont entretenus, la situation du Sahel, plombée par le terrorisme. Le président Faye appelle à une mobilisation internationale pour faire face aux terroristes. Notre entretien a aussi porté sur d'autres sujets d'intérêt majeur, comme la situation au Sahel face au terrorisme, qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Après avoir sillonné les trois pays, à savoir la Gambie, la Mauritanie et enfin le Sénégal, le Premier ministre espagnol tire un bilan satisfaisant. Il espère qu'avec les échanges fructueux, la question de la migration irrégulière sera réglée. Les relations entre le Sénégal et l'AES ne peuvent souffrir d'une quelconque fracture, c'est du moins l'avis de la déclaration, c'est la déclaration de la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, Madame Yacine Fall, répondait à une question de nos confrères de Spoutnik Afrique sur le rôle du Sénégal dans la stabilisation et la coopération avec les États du Sahel. Entité géographique qui est la politique économique, qui est la CEDEAO, qui regroupe l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et les États du Sahel sont une entité que nous respectons. Aujourd'hui, le président de la République, notre président de la République, son Excellence M. Diomaye Diakhar Faye, a été identifié avec le président du Togo et du Nigeria pour entamer des discussions avec les États du Sahel. Le président de la République a nommé le professeur Ablaye Bathily, qui est un éminent intellectuel, connu très bien au niveau national, mais aussi au niveau international, pour être l'envoyé spécial du Sénégal auprès des États du Sahel. Notre Premier ministre était juste il y a moins de 2 semaines, a fait une visite officielle au Mali, encore pour discuter et aussi apporter sa solidarité, parce que, comme vous le savez, nous étions dans l'opposition lorsque cette crise s'est passée dans plusieurs de ces pays, et nous avions une position très claire par rapport à certaines décisions économiques qui ont eu un impact. Mais nous disons que la CEDEAO, c'est une entité que nos pères fondateurs ont créée et que nous devons protéger, soutenir, améliorer, renforcer, et puis ouvrir toutes les vannes de discussion. La discussion est ouverte pour tout et l'amélioration est là. Donc, encore une fois, les États du Sahel sont des pays frères et nous allons tout faire pour que
nous nous retrouvions. En tout cas, au niveau bilatéral, nous avons des relations saines entre le Sénégal et tous les 3 États du Sahel, mais aussi au niveau international, nous soutenons ces États-là et quel que soit leur choix, ce seront des pays frères. Tout autre chose, allons à Saint-Louis pour parler de la pêche. Les armateurs avaient sollicité, vous le savez, une annulation ou un paiement par moratoire des amendes prononcées pour des infractions de pêche conformément à l'avis de la commission consultative des infractions et après examen des différentes requêtes. Mais le ministre de la Pêche a dignette et demande aux fautifs de régler la facture. Posture appréciée par les acteurs à Saint-Louis du Sénégal. Moustapha Dieng est le secrétaire général des pêcheurs artisanaux. Nous pensons que c'est déjà là un signe de transparence et de clarté qui montre une concrétisation de la politique du Djoub, Djoubel, Djoubanti. Au niveau du ministère, il y avait des habitudes, on le savait. Mais nous profitons aussi de l'occasion pour rappeler à Madame le ministre que nous l'attendons nous aussi sur d'autres terrains. Le terrain sur lequel nous attendons le ministre, c'est d'abord sa présence. Madame le ministre n'est pas encore venue à Saint-Louis. Nous attendons Madame le ministre à Saint-Louis pour qu'elle vienne discuter, dialoguer avec les professionnels de la pêche. Comme nous attendons Madame le ministre dans d'autres sites, tels que Potou, tels que Lompoul, Fasboy, Kayar, Mbour, Joal, Casamance. Moustapha Dieng, secrétaire général des pêcheurs artisans. L'inspection régionale du travail de Dakar poursuit ses rencontres avec les délégués du personnel et les employeurs. L'objectif, vous le savez, est d'instaurer dans les entreprises un climat social apaisé permettant de produire une croissance économique soutenue et une compétitivité des entreprises. Voici Maïsen Diakhaté avec Alassane Ba. Le Sénégal a instauré ce qu'on appelle le plan national de renforcement du dialogue social, dont l'objectif est de faire du dialogue social l'ultime garant de la stabilité sociale dans l'entreprise. Parce que c'est seulement avec un climat social apaisé qu'on peut avoir une croissance économique soutenue, une croissance économique accélérée et une compétitivité des entreprises. Pour cette année, nous en sommes à notre 6e. Aujourd'hui, nous sommes avec les partenaires sociaux du secteur des auxiliaires des transports. En tout cas, à travers les secteurs pour lesquels des partenaires sociaux ont été formés, on a noté une baisse drastique des conflits individuels et des conflits collectifs. Mais également, on a noté les demandes d'autorisation de licenciement des délégués du personnel. Cela veut dire que les partenaires sociaux, particulièrement les délégués du personnel, à travers ces formations-là, ils vont maintenant comprendre. La Convention des jeunes reporters du Sénégal ne veut plus voir des journalistes ou professionnels des médias brutalisés ou arrêtés sur le terrain. Tout le sens donné à son atelier de 3 jours en partenariat avec RSF. Voici là-dessus Migui Maramdjaï. Nous avons constaté au Sénégal qu'il était rare d'assister à des événements sans qu'un professionnel des médias ne soit interpellé, arrêté ou bien même brutalisé par les forces de défense et de sécurité. Quand nous avons fait ce constat, nous avons d'abord rencontré le ministre de l'Intérieur pour trouver une solution. Ensuite, nous avons rencontré le directeur des relations publiques de la police. Et dernièrement, nous avons rencontré également le président de la République et nous avons évoqué cette question-là parce qu'il y avait beaucoup de confrères qui étaient victimes de ça. Et donc, après ce constat, nous avons, avec notre partenaire, décidé de réunir les acteurs. Les forces de défense et de sécurité, on parle de la gendarmerie nationale, mais également de la police. L'armée est également présente. Même les sapeurs-pompiers ont été conviés, de même que la Croix-Rouge, parce que nous sommes souvent présents ensemble sur le théâtre des opérations. Maintenant, le nouveau gouverneur de Sédhiou a été officiellement installé ce jeudi par le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, qui, dans son discours, a instruit l'actuel gouverneur de Sédhiou à s'investir pleinement dans la lutte contre le trafic illicite de bois. Je vous en félicite chaleureusement et vous souhaite plein de succès et bonne chance. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter M. Serigne Babacar Kane. Le gouverneur Serigne Babacar Kane a repositionné Sédhiou
parmi les régions les mieux administrées du pays. Le gouverneur Serigne Babacar Kane a incarné durant les mois passés dans le Pakao les valeurs cardinales d'une autorité administrative complètement en phase avec les attentes des pouvoirs publics que résume parfaitement le concept de Djoub, Djoubal, Djoubanti. Le gouverneur sortant passe le flambeau entre les mains expertes de M. Diadjadia, nommé gouverneur de la région de Sédhiou, toute chose qui devrait vous inspirer, monsieur le gouverneur Diadjadia, pour cette région aux multiples potentialités. Plus spécifiquement, il est attendu de vous de poursuivre et d'accompagner les projets en investissement de l'État dans la région, de renforcer, en relation avec les forces de défense et de sécurité, la sécurisation des personnes et des biens partout dans la région, de mettre fin au trafic illicite et à la coupe abusive de bois en cours ici, de lutter farouchement contre le vol de bétail, notamment transfrontalier, de faire des propositions pour accompagner le désenclavement de la région, de soutenir les initiatives des jeunes et des femmes pour leur promotion et leur autonomisation. Et restons à Sédhiou pour parler de la construction du stade régional après le passage de la ministre qui avait qui avait affiché son étonnement vu le niveau d'exécution des travaux. Eh bien, les jeunes réclament l'achèvement des travaux maintenant. Voyons tout cela avec Bakary Conté et Kali Kamé. Oui, moi je peux faire confiance aux données chiffrées contenues dans les rapports qu'on m'envoie. Moi j'ai envie même de déchirer ce papier. Lors de sa visite à Sédhiou, Madame le ministre des Sports et de la Culture a dénoncé le scandale qui a eu lieu au stade régional de Sédhiou. Cette affaire continue d'occuper les débats dans le Pakao. Madame le ministre avait évoqué un financement de 3 milliards. Dont le premier décaissement a été à hauteur de 703 millions et le deuxième décaissement a été fait à hauteur de 1 milliard 600 et quelques millions. Quand vous faites le cumul, ça fait 2 milliards presque 2 milliards 400 millions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a que 600 millions qui restent pour le reste des travaux. Et une fois sur place, le constat a été alarmant et surtout décevant. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la lumière soit faite. Le président de la commission des sports et de jeunesse, Almami Kouyaté, avance que toute la lumière doit être faite. J'ai été déçu et sidéré. Sédhiou ne mérite pas ça. Franchement parler, Sédhiou ne mérite pas ça. Et maintenant, nous, ce que nous pouvons demander au ministre, en tant que patron du sport au niveau national, c'est d'agir. Parce que c'est vrai que la réalité est là. Maintenant, la solution, il doit nous proposer des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement pour que Sédhiou puisse avoir son stade régional? Parce que ça a trop duré. Si le haut montant colossal est décaissé, jusqu'à présent, il dit que même 20% des travaux n'ont pas été effectués. Vraiment, c'est autre chose. Maintenant, il faut qu'il agisse. Le coupable doit être sanctionné à ce niveau-là. Le président de l'ORCAV de Sédhiou, Boubacar Biaye, déclare que l'autorité doit prendre ses responsabilités afin d'achever ses travaux. Il faut reconnaître qu'il y a des lenteurs. Il y a des lenteurs quand même, voilà, les délais ne sont pas respectés. Et l'enveloppe qu'on a annoncée et par rapport aux réalisations, il y a problème. Maintenant, pour moi, l'autorité est là pour régler ces questions. C'est-à-dire qu'il faut quand même, la posture de l'autorité, peut-être, c'est de voir comment corriger ça. Et s'il y a des mesures à prendre aujourd'hui, c'est des mesures que l'autorité peut prendre. Pour moi, ce qui est important. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui l'a fait? Est-ce qu'il doit le faire? S'il ne l'a pas fait, comment corriger ça? S'il y a des mesures à prendre, pourquoi pas? Voilà, maintenant, le reste, on corrige. Nous avons besoin de toute façon d'avoir un stade très praticable, qu'on puisse l'utiliser en espoir. Le plus tôt serait le mieux. Les jeunes du Pakao réclament un plan d'urgence. Ce que nous pouvons dire à l'État central et plus particulièrement au ministre, c'est de faire une sollicitation pour lui dire de nous faire un plan d'urgence. Parce qu'il était question d'avoir des tribunes. Il était question d'avoir des gazons synthétiques, mais il était question aussi d'avoir une piste d'athlétisme et aussi des salles de spectacle comme de dojo pour les autres
disciplines sportives. La construction du stade régional de Sédhiou va bientôt faire 10 ans. Les travaux n'avancent toujours pas. Les jeunes demandent au ministère des Sports de faire vite pour l'achèvement de ces travaux. Merci Bakary. En sport, justement, le Noble Art sera à l'honneur le 7 septembre prochain à la place du souvenir de Dakar. Pas moins de 11 combats de boxe vont s'y dérouler pour la redynamisation de la discipline en perspective des prochains championnats d'Afrique et des Jeux olympiques 2026 qui se dérouleront à Dakar. Voici Souleymane Baye, membre de l'organisation. Redémarrer, de donner du dynamisme à ces jeunes. Quand vous avez vu les face-à-face, comme on dit, s'entraînent 3-4 fois par jour. Là, c'est plus un sport, ça devient un travail. Boxe thaï, kickboxing, boxe anglaise, c'est de la boxe. Aujourd'hui, ça permet à beaucoup d'autres jeunes qui peuvent échanger. S'ils sont très bons en anglaise, pourquoi pas faire du pied-point. Ceux qui ont des problèmes, des lacunes en boxe anglaise, eux qui font du pied-point. Aujourd'hui, voilà, la boxe, c'est une famille, que ce soit de la boxe thaï, que ce soit du kickboxing. Et l'intérêt, c'est d'avoir 9 combats pro. Il y aura 4 combats amateurs, je crois, et 2 combats de Muay Thai. Donc ça va pouvoir montrer un panel de dynamisme et que voilà, au Sénégal, on sait faire plusieurs boxes. Ça, c'est un travail qui a été mis en amont depuis très longtemps avec le président de la fédération. C'est-à-dire qu'il y a les Dakar JOJ et ça donne une motivation à beaucoup de jeunes de s'inscrire dans les clubs qu'ils ont à côté et de montrer dans les JO au Sénégal aussi qu'on pourra montrer de la belle boxe, surtout chez les jeunes. Et pourquoi pas les faire bien travailler pour Los Angeles 2020. En foot, adversaire du Sénégal pour les besoins des éliminatoires de la CAN 2025, le 6 septembre prochain à Diamniadio, le Burkina Faso a publié ce jeudi sa liste de joueurs sélectionnés, une liste de 25 étalons avec la présence des cadres à l'exception de Bertrand Traoré. Choix que nous avons eu à faire en tenant compte des 2 premiers matchs des éliminatoires. Vous savez tous que le Sénégal, c'est une grosse équipe. Donc nous devons avoir une très bonne équipe sur le plan de la récupération du ballon et également sur le plan offensif à pouvoir ouvrir des brèches pour aller rapidement vers l'avant. Le football aujourd'hui se fait à 11 et nous voulons vraiment travailler là-dessus pour pouvoir vaincre les adversaires qui se présenteront à nous. Vous avez parlé de certains joueurs qui ne sont pas là et qui ne sont pas là depuis mon arrivée. Et je pense que nous sommes en train de mettre quelque chose en place pour pouvoir représenter valablement le Burkina Faso. Retenez qu'Aliou Cissé va publier sa liste ce vendredi dans la matinée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.